Doit-on être un bon coureur pour être un bon coach? Autrement dit, faut-il être excellent en pratique pour l'être également en théorie? Une question qui revient très souvent et aujourd'hui, nous allons l'aborder sous toutes ses facettes. C'est parti! Avant toute chose, il est intéressant de définir ce qu'on appelle un bon coureur. Le bon coureur, ça ramène à une notion de performance. En course à pied, la performance est toujours reliée à l'aspect chronométrique. Donc, qu'est-ce qui définit un bon coureur? À l'échelle de la population globale, un coureur qui court déjà 50 minutes aux 10 km fait partie des plus sportifs entre guillemets. Par contre, à l'échelle d'un club d'athlétisme très entraîné, un coureur en 40 minutes n'est pas encore un bon coureur. Et sur une ligne de championnat de France, un coureur en 34 minutes est sans doute le moins bon coureur quand on est en catégorie senior. Donc clairement, une notion de relativité. On est toujours le bon coureur de quelqu'un et à l'inverse, le mauvais coureur de quelqu'un d'autre. Et là, je vous parle uniquement de l'aspect chronométrique, puisqu'aujourd'hui, on parle également de bons coureurs aux coureurs qui courent régulièrement. Il y a une espèce de récompense à la quantité plus qu'à la qualité. Et donc, le bon coureur devient celui qui fait le plus de kilomètres, le plus de courses. Et en ultra trail, encore un critère différent, puisque le bon coureur, c'est celui qui termine le plus de courses. Être finisher fait de vous un bon coureur dans l'esprit des gens, même si c'est une question qu'on pourrait développer. Dans tous les cas, le bon coureur a forcément une expérience personnelle développée. Si c'est un bon coureur, au sens convenu, il a forcément passé du temps à s'entraîner. Il a donc appris, échoué, refait, réussi à nouveau, pour devenir le bon coureur qu'il est aujourd'hui. Si je peux me permettre de vous faire une petite comparaison, en tant que kiné-ostéo, dernièrement j'ai eu mal au dos. J'en parle au passé, même si c'est encore un peu présent au moment où je fais cette vidéo. J'avais jamais eu mal au dos par le passé, et clairement j'ai beaucoup de patients qui, eux, expérimentent le mal de dos. Même si ma théorie sur les problèmes de dos était clairement très complète, eh bien il me manquait la partie pratique puisque je n'avais jamais connu cette pathologie. Et maintenant que je le vis et que je l'ai vécu, je le comprends beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça fait écho à certaines réflexions que des patients avaient pu me faire par le passé, que j'avais pas forcément très bien interprétées. Aujourd'hui, elles prennent tout leur sens. Donc oui, l'expérience vécue personnellement fera probablement de vous quelqu'un qui saura la transmettre plus facilement. Et si on projette ça sur la course à pied, un coach qui a déjà couru à des allures élevées a connu toutes ces allures moins rapides par le passé, lors de sa progression. Et donc, quand il connaît votre VMA, quand il connaît votre niveau de coureur, et qu'il vous donne des séances à réaliser, il sait, de par son expérience, que c'est réalisable, beaucoup plus qu'un coureur qui ne fait que de la science de la course à pied, mais qui ne l'a jamais vécu lui-même, et qui va donc se baser sur des notions de tableau, d'algorithme et de pourcentage, et parfois, vous savez, la théorie n'est pas équivalente à la pratique. Voilà donc les facettes qui iraient plutôt dans le sens du coureur expérimenté. Mais de l'autre côté, un coach doit avoir des compétences qu'un coureur n'est pas forcément obligé d'avoir. Et ça passe par la connaissance, la physiologie, la psychologie, la biomécanique, toutes ces notions qui sont tellement essentielles pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Lorsqu'on comprend le fonctionnement, on peut en comprendre des mécanismes pour en faire un corps performant en course à pied. Alors oui, la pratique est une chose, mais la théorie en est une autre. Et la théorie me semble clairement dans ce domaine plus qu'essentielle. Et dans l'univers tellement concurrentiel qu'est le coaching au sens large, mais c'est le cas également du coaching en course à pied, nous avons beaucoup trop d'ailleurs, de coachs qui prétendent connaître les choses, mais qui finalement ont des connaissances très légères. Ce sont des coureurs passionnés, ça je leur tire pas, qui ont fait leur gamme, qui ont appris, qui ont échoué, qui ont lu des bouquins, ok, soit, et qui se prétendent suffisamment aptes à donner des conseils pour faire de vous de bons coureurs. Et ça, c'est le syndrome de Dunning-Kruger que j'évoquais dans une vidéo précédente. C'est le fait de commencer à accumuler des connaissances qui vous donnent l'impression de tout savoir, mais il faut aller au-delà de ces quelques connaissances pour comprendre que l'univers du fonctionnement de la biomécanique du corps humain est tellement complexe que même quand vous y avez passé des années et des années d'études, comme c'est mon cas, même encore aujourd'hui, j'estime avoir beaucoup de limites dans mes connaissances sur le fonctionnement du corps humain. Donc, de mon côté, j'aurais tendance à dire la théorie est au-delà de la pratique dans les domaines de compétences essentiels de votre coach. On a parlé de la physiologie, on a parlé de la psychologie du coureur, mais il y a aussi la pédagogie qu'il faut développer. Un coureur qui comprend la théorie et qui sait comment l'appliquer sera toujours plus performant qu'un coureur qui applique bêtement les plans du coach. Et quand je parle de pédagogie, je parle aussi de flexibilité pour savoir adapter un contexte professionnel, personnel, à un plan d'entraînement global. Il y a également un critère qui me semble assez essentiel à avoir en tête. Très souvent, les coureurs élites, les excellents coureurs, les bons coureurs comme je le citais précédemment, ont un ego assez développé. Alors, quand on est compétitif, avoir un ego développé est plutôt une qualité. Par contre, quand on souhaite apporter des connaissances aux autres, il faut clairement savoir se mettre à un niveau pour discuter et pour échanger. Donc un coureur doit avoir de l'ego pour performer, et à l'inverse, un coach doit lui réduire son ego pour véhiculer son savoir. Donc finalement, toutes les qualités que je viens de vous citer n'ont pas de lien avec la performance en course à pied. Alors oui, vous pouvez sans doute être un très bon coach, sans avoir été un excellent coureur. Deux autres critères essentiels pour être un bon coach et qu'un bon coureur n'a pas besoin de développer, c'est les capacités de communication et d'empathie.
Donc, encore une fois, être un bon coureur ne fera pas de vous un bon coach. Puis potentiellement, on peut être coach parce qu'on aime la théorie et on aime véhiculer un savoir, mais on n'a pas forcément l'appétit et l'amour de la pratique. Alors, moi, personnellement, ça me paraît assez curieux de ne pas aimer la course à pied au sens large, dans la théorie et la pratique. Mais j'imagine que ça peut arriver. Et si donc ce coach n'a pas envie de devenir un coureur élite, c'est une décision qui se respecte. Donc il ne sera jamais un excellent coureur, juste par choix. Et non pas parce qu'il ne maîtrise pas le sujet. Une autre notion importante à comprendre, c'est que pour être un coureur élite, il faut avoir un contexte, et peut-être même, je dirais, une part de chance. Le contexte, c'est en partie le sport dans l'enfance. Ça, c'est propre à chacun. On n'a pas forcément eu tous la même manière de grandir. Et par la suite, en grandissant, un contexte pro et familial. Celui qui travaille 50 heures par semaine, celui qui a plusieurs enfants, ne pourra jamais être un coureur élite de par le contenu de son quotidien. Si vous n'avez que peu de temps pour vous entraîner, que vos nuits sont de mauvaise qualité, jamais vous ne serez au niveau de celui qui s'entraîne plus. Et d'ailleurs qui assimile mieux. Nous pouvons donc avoir un coureur 30 minutes au 10 km qui s'entraîne pas très bien mais qui a une super facilité, qui a fait du sport toute son enfance parce que ses parents l'ont poussé à en faire. Il vit chez papa-maman, il n'a pas d'enfant, tout son temps est dédié à la course à pied. Donc forcément, il progresse, il est en 30 minutes, c'est excellent, mais potentiellement peut-être que ce coureur a pu être en 28 minutes mieux entraîné. Un jour, il arrivera en tant que coach course à pied, autant vous dire qu'il ne fera jamais de vous un bon athlète, puisque le résultat de ses performances n'est pas lié à un bon entraînement, mais à un contexte. De l'autre côté, vous avez des athlètes qui courent 4-5 fois par semaine, qui ont une vie très chargée, très remplie, et qui malgré tout arrivent à performer. Ils ne performeront pas au niveau de l'athlète que je viens de vous citer, ils seront peut-être à 32 minutes au 10 km. Mais ceux-là ont une bonne manière de s'entraîner par rapport au contexte qui décrit leur quotidien. Et potentiellement, le jour où ils se mettront en tant que coach, ils seront tout à fait capables de vous amener vers de belles performances. Du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Attention, malgré tout, le jour où un excellent athlète va commencer à coacher, de par son statut, il va forcément attirer des athlètes. Ça, on appelle ça un biais d'autorité. C'est ce que vous voyez quand vous allez chez un médecin, docteur Dupont, DU en traumato du sport, DU de sciences du sport, ancien médecin d'une équipe sportive professionnelle. Voilà, ça c'est un biais d'autorité. Vous aurez toujours tendance à penser que celui-là est meilleur que le voisin. Ça, c'est un peu comme la confiture parfois. Plus on en étale, vous connaissez la suite. Dans l'univers du sport, il y a d'ailleurs quelques exemples d'athlètes très compétents qui sont devenus d'excellents coachs. Zidane, excellent joueur, qui a basculé sur le banc du Real de Madrid, et ça a été la même réussite en tant que coach. Donc de la pratique à la théorie, pour lui, tout a marché. Et de l'autre côté, si je reprends l'univers de la course à pied, plutôt le trail, voire l'ultra-trail, il y a un athlète que vous connaissez tous. Alors, il est un petit peu sur son déclin, il a eu quelques très belles années. Je vais pas le citer parce que c'est pas le sujet, mais c'est un athlète qui a fait plusieurs fois des podiums au championnat de France. Bref, c'est un excellent athlète, un peu le pool leader du trail, très souvent sur les podiums, rarement premier, mais vraiment un excellent palmarès. Et donc, il a basculé en tant que coach. Et de par sa renommée et son palmarès, il a forcément réussi à développer une activité rapidement. Personnellement, je ne le connais pas, mais je connais des athlètes qui le coachent. Et j'ai vu les plans qu'il leur donne. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de planification. Et malgré tout, c'est un athlète qui était excellent. Donc encore une fois, vous pourrez trouver des exemples dans un sens et des contre-exemples pour le contredire. Alors oui, être un bon coureur fait de vous quelqu'un qui a vécu des expériences. Mais ça ne fait pas forcément de vous quelqu'un qui a le bagage théorique pour avoir les qualités d'un excellent coach. Je vous invite plutôt à choisir un coach en fonction de son expertise et de ses capacités d'adaptation individuelles, beaucoup plus que par rapport à ses performances sportives. Même si, je dois le reconnaître, si moi-même je devais me choisir un coach demain, j'aurais tendance malgré tout à chercher quelqu'un qui court vite, voire plus vite que moi. Et ça, c'est un biais cognitif. Je sais que ça n'a pas forcément d'importance, mais malgré tout, j'aurais cette volonté de me dire, il sait ce qu'il dit, vu qu'il l'a déjà fait. Alors que, par le passé, dans les clubs d'athlétisme que j'ai côtoyés, j'ai eu différents coachs puisque j'ai pas mal changé de club. Et le coach qui m'a clairement fait le plus progresser, Loïc Rapinet, d'ailleurs je le remercie et je le salue, avait plus de 70 ans. Donc la pratique, il ne l'avait plus du tout. Malgré tout, c'était un excellent coach qui vivait sur son expérience. Pas de coureur, mais de coach. N'hésitez pas en commentaire à venir me partager vos avis et vos expériences personnelles, puisque finalement c'est une problématique sans réponse. Je dirais que c'est une question de point de vue. Et d'ailleurs, c'est ça, choisir un coach, c'est choisir le coach qui correspond à ses attentes. Dans tous les cas, si ma manière de voir les choses et mon expertise te plaît et que tu souhaites que l'on travaille ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Le lien est en commentaire. Je serai ravi de t'accompagner dans tes projets sportifs. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.